Davy avec le Distilben, un podcast de Réseau DES France. Entre 1948 et 1977, en France, du Distilben a été prescrit à 200 000 femmes enceintes pour prévenir les fausses couches. C'était en fait un médicament inutile dont les effets vont être délétères pour 3 générations. Cancer, malformation génitale, stérilité, grossesse à risque, grande prématurité sont quelques-unes de ses conséquences, bouleversant des milliers de vies. Aujourd'hui, des femmes et des hommes témoignent de leur lien avec ce médicament. La parole est à Sarah. L'épisode du jour, un lien résilient. Je suis née en 1970. Ma mère avait près de 40 ans lorsqu'elle m'a eue et elle a pris du Distilben pendant une partie de sa grossesse. Je suis ce qu'on appelle une fille DES. Ma mère m'a très tôt informé que j'avais été touchée, qu'elle avait donc pris du Distilben pendant une partie de sa grossesse. Cela m'a été confirmé également par mon père, qui était médecin généraliste. À cette époque, d'après ce qu'ils m'ont dit, ma tante, qui était scientifique, avait entendu parler que le Distilben était controversé aux États-Unis, mais à cette époque-là, il n'était pas encore interdit d'après ce que je sais. Ma mère m'a dit qu'il serait très important que j'en parle à ma gynécologue et, justement, elle m'a fait suivre en fait par sa propre gynécologue, de façon peut-être à ce que l'information passe de manière certaine. Elle m'a expliqué en fait qu'il se pourrait que j'ai des difficultés à avoir un enfant, mais j'avoue qu'à cette époque-là, j'ignorais les conséquences que représentait réellement le fait d'être une fille DES. Le Distilben a vraiment fait éruption dans ma vie à partir du moment où j'ai voulu être mère, parce que depuis que je savais que j'avais été touchée, finalement, le Distilben était un peu latent dans mon esprit, mais je n'avais pas pleinement conscience des conséquences. Par contre, au moment où j'ai voulu être mère, eh bien les choses se sont compliquées. J'ai été réglée très tôt, autour de 10 ans, et j'avais des règles régulières. J'étais parfaitement certaine de tomber immédiatement enceinte. D'ailleurs, mon mari et moi, nous voulions un bébé de l'an 2000, comme beaucoup d'amis autour de nous qui avaient eu justement leur bébé de l'an 2000. Mais pour nous, cela ne s'est pas du tout passé ainsi. Il a fallu attendre et attendre encore. À un moment, nous avons décidé de nous faire accompagner par un gynécologue spécialisé justement dans les problèmes de fertilité et nous avons démarré toute une série d'inséminations artificielles qui malheureusement se sont soldées par des échecs. Par la suite, j'ai été suivie à l'hôpital Béclair par un professeur et ce professeur justement envisageait de faire une fécondation in vitro. J'ai subi une échographie pelvienne de façon à pouvoir évaluer les anomalies éventuelles de mon utérus et la conclusion de cet examen a indiqué la cavité utérine a des dimensions plutôt modestes, mais elle n'a pas les déformations les plus typiques du DES. Une FIV était donc envisagée et cette FIV nécessitait éventuellement une hystéroplastie d'agrandissement en vue donc de réaliser cette FIV qui finalement a conclu à ne pas réaliser un geste opératoire, mais probablement que cette intervention a quand même permis à mon utérus en fait de gagner quelque part en place et de faciliter une grossesse. La conclusion de cette intervention a été finalement cavité étroite, un nombre d'embryons à transférer très réduit. Il faut dire qu'entre cette série d'inséminations artificielles et le fait d'envisager la fécondation in vitro, j'avais déjà fait 2 fausses couches à des stades assez précoces. Donc finalement,
dans mon esprit, je me disais que j'étais quand même capable de tomber enceinte de manière naturelle. Mais nous nous dirigions vers la FIV. À ce moment-là également, j'ai été accompagnée par une psychologue spécialisée dans les problèmes d'infertilité, qui est une personne qui est exceptionnelle et qui m'a permis de débloquer sans doute quelque chose. Et finalement, tout cela amalgamé, son aide, le fait de m'orienter vers une FIV et d'en avoir extrêmement peur et de n'avoir pas du tout envie d'aller vers ce type de traitement, eh bien tout cela a conduit à ce que je tombe à nouveau enceinte et cette fois-ci, cette grossesse semblait se poursuivre de manière, on va dire, à peu près normale. Toutefois, dans la mesure où j'étais une fidesse, je me suis rapprochée, sur les conseils du professeur qui m'avait suivi pour la FIV, de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, et c'est à ce moment-là que j'ai été prise en main par le professeur Tourner. Il m'a très très bien suivie. J'avais un cerclage très tôt, dès le 2e ou le 3e mois, et il fallait absolument que je reste alitée pendant toute ma grossesse. Cette période a été très difficile, comme vous pouvez l'imaginer, mais comme on dit, le jeu en vaut la chandelle et j'étais prête à faire n'importe quoi pour mener à terme ma grossesse. Nous avons mis 5 ans au total pour arriver à avoir notre premier enfant. Notre première fille est née à 8 mois et 1 semaine et tout s'est bien passé. Donc avec bien sûr peut-être un accompagnement par contre très important, mais tout s'est bien passé et j'ai accouché donc par césarienne. Alors je tiens à dire également que j'avais pris de la cortisone pendant cette grossesse et donc j'avais bénéficié d'un suivi très poussé à l'hôpital donc Saint-Vincent-de-Paul. Par la suite, assez rapidement d'ailleurs, j'ai pu finalement retomber enceinte. Je pense que c'est le bonheur en fait que tout cela me procurait, le fait d'être enfin maman. Et il y a quelque chose qui s'est débloqué peut-être plus facilement que pour la première grossesse. Et notre deuxième fille est née 19 mois après la première, mais il fallait pour moi que je reste également alitée, cerclée, cortisone, etc. Le même type de traitement était indispensable. Voilà, donc je remercie vraiment du fond du cœur le professeur Tourner de m'avoir suivi de cette façon et de m'avoir permis d'avoir mes 2 filles. Au total, j'ai fait toutefois 3 fausses couches. J'en ai fait une entre mes 2 enfants. Donc 3 fausses couches au total, à des périodes très précoces, heureusement. Alors les pires souvenirs évidemment sont liés aux fausses couches sans doute, mais également à un suivi psychologique que j'ai eu, qui était peut-être mal géré et qui me conduisait en fait à voir une psychologue juste à côté d'une salle d'attente où il y avait des femmes enceintes. Et en fait, ce suivi m'a beaucoup porté préjudice et je pleurais en fait à chaque fois que je sortais de chez elle, surtout que la vision en fait de ces femmes enceintes était extrêmement difficile pour moi. Donc ça, je pense que c'est vraiment mon pire souvenir. Ce qui est quand même remarquable de voir, c'est que entre les 2 suivis psychologiques que j'ai pu avoir, donc l'un finalement dans cet hôpital où ça s'est mal passé et l'autre avec la psychologue dont j'ai parlé tout au début, qui était vraiment spécialisée dans les problèmes d'infertilité, eh bien il y a eu vraiment un progrès énorme et pour moi j'ai pu, je pense, tomber enceinte aussi grâce à un excellent suivi par la 2e psychologue qui m'a vraiment permis, je pense, de débloquer quelque chose. Le meilleur souvenir a été sans doute l'arrivée évidemment de notre première fille et j'ai en tête l'image de mon père qui était ravi, vraiment ravi d'avoir sa petite fille dans les bras. Voilà, donc ça c'est sans doute une image incroyable qui me reste en tête. Nos victoires, mon mari et moi, sont certainement le fait d'avoir eu 2 enfants en bonne santé, alors que je pensais ne même pas en avoir un.
Mon parcours m'a enseigné, bien qu'il ne faut jamais perdre espoir, et que l'on peut être surpris par l'effet extrêmement positif du suivi tant psychologique que médical lorsqu'il est très bien assuré, comme ça a été le cas pour moi. Alors le Distilbène a eu un fort impact dans ma vie. Je ne sais pas s'il a transformé totalement ma vie, mais en tout cas, évidemment, il a eu un très fort impact dans ma vie et m'a permis d'apprendre à avoir une certaine résilience. Je peux dire que j'ai surmonté le Distilbène, mais certainement parce que je n'ai heureusement pas été très touchée. Ma mère donc n'en a peut-être pas pris pendant toute sa grossesse et parce que j'ai réussi à mener des grossesses à terme. Actuellement, maintenant, je ne pense plus du tout au Distilbène au quotidien. Par contre, j'y pense au travers de mes filles. Je les ai très tôt sensibilisées à mon tour aux éventuels risques encourus et je leur ai dit bien qu'il fallait absolument qu'elles en parlent à leur gynécologue. Je n'ai pas de rapport particulier vis-à-vis de l'aspect judiciaire. Je n'ai jamais pensé en fait à mettre en place une action judiciaire. Parce que pour nous, eh bien, nous avons finalement réussi à combler notre désir d'enfant. Donc c'est sans doute pour cette raison que je n'ai pas pensé à entamer en fait, à mettre en place des actions de ce type. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la sensation de culpabilité que ressentait ma mère, alors qu'en fait, il n'y avait aucune explication à ça. Elle avait, comme beaucoup d'entre nous, suivi les préconisations de son médecin et elle avait pris un médicament qui semblait être opportun dans son cas. Donc cela n'a pas modifié le rapport avec mes parents ni avec d'autres membres de ma famille, mais c'est vrai que je garde en tête voilà son image gênée, attristée et coupable. Actuellement, je me sens complètement apaisée par rapport au sujet, bien que je sache qu'il peut y avoir des conséquences également au stade de la ménopause. C'est un petit peu une histoire qui est derrière moi, voilà, ou qui est en latence, je dirais, mais qui n'est pas présente au quotidien dans mon esprit. Les gynécologues que j'ai pu voir étaient parfaitement au fait de l'existence du Distilbène, mais sans doute parce que il s'agissait de personnes plutôt en milieu ou fin de carrière. Par contre, au niveau des jeunes médecins, je ne suis pas sûre que tout le corps médical soit parfaitement conscient de l'existence du Distilbène et l'ait bien en tête. Je pense qu'il faudrait encore davantage diffuser l'information concernant le Distilbène auprès des professions médicales, notamment des élèves en médecine et des jeunes médecins. Je dirais que, bien que je prenne quand même encore des médicaments, je suis finalement plus vigilante qu'avant et il m'arrive parfois de me tourner vers des médecines entre guillemets douces dans la majeure partie des cas lorsque cela est possible. Ce qui caractériserait le mieux mon expérience vis-à-vis du Distilbène est probablement le mot résilience qui signifie la capacité à surmonter des chocs. Toutes les informations sur le Distilbène, que l'on appelle aussi DES, sont sur le site de l'association à l'adresse des-france.org.